La santé n'a pas de prix. Prenez donc soin de vous. 26 degrés à Cotonou. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. Port de boucles d'oreilles par les hommes, une tendance qui s'est installée et qui est adoptée par une frange de la gente masculine à Cotonou. Une équipe de Canal 3 est allée vers un amateur de cette mode qui a parlé de ses motivations. Vous aurez les détails dans cette édition. Rentrée scolaire et universitaire 2024-2025, les acteurs du système éducatif béninois se préparent pour une année réussie. Ils sont depuis ce jeudi à un séminaire de préparation initié par le Conseil national de l'éducation, le développement à suivre. Et puis, la coordonnatrice du système des Nations Unies au Bénin, Aminata Sarr, était au cabinet du président de l'Assemblée nationale. C'était une visite de prise de contact et de renouvellement des engagements entre les deux institutions. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. Je l'ai annoncé en titre, nous parlons dans ce journal de ces jeunes hommes amateurs de boucles d'oreilles. Ils ne sont pas des artistes, mais on les rencontre souvent avec une ou deux boucles, une ou deux oreilles ornées de bijoux. Une tendance qui s'est installée dans les habitudes de certains et qui choisissent d'adopter ce style. À Cotonou, une équipe de notre rédaction a rencontré l'un d'eux. Il raconte les raisons qui l'ont motivé à opter pour ce style. Le reportage est signé Maël Leroux-Belou et Moufid Sabouran. Ce n'est pas parce que j'ai percé les oreilles que ça fait de moi quelqu'un de mauvais, ni un brigand. Je peux très bien ne pas avoir les oreilles percées, mais pourtant je peux être un brigand, un braqueur et tout. L'habit ne fait pas le moine, mais indique le moine, dit certains. Ariel, 20 ans, est étudiant en première année. Peu de temps après avoir démarré ses cours en santé et hygiène publique, il choisit de se percer l'oreille droite. Choix ou mimétisme, il s'explique. Quand je me regarde, je me dis que je ne veux pas être ordinaire. Je veux sortir de l'ordinaire. Et vu que je suis mannequin, c'est un atout pour moi. C'est une manière pour moi de m'affirmer. Si historiquement, et même dans les sociétés actuelles, ce sont les femmes qui portent des boucles d'oreilles, cette tendance a vu le jour chez les marins et les pêcheurs. Dans l'Antiquité, la boucle d'oreille était considérée comme un talisman qui les préservait des naufrages et des noyades. Dans le contexte de la société béninoise, le phénomène du port de boucles d'oreilles par des hommes peut être interprété sous différents angles. Sociologiquement, il n'est pas admis, n'est-ce pas, qu'un homme porte des boucles d'oreilles. Certains ne savent pas en réalité, la plupart ne savent pas pourquoi ils portent ces boucles d'oreilles. Ils les portent par imitation. Parce que, on voit les stars en porter dans les couvents. Loin de dévoiler un secret ou peut-être de piétiner certaines réalités, pourrait être considéré comme un élément de force. Parce que, vous savez, dans nos sociétés, lorsqu'on porte des amulettes, qu'on appelle communément gris-gris, les gens vous traitent tout de suite, on vous caricature. On dit celui-là c'est un vaudouisant. Mais on pourrait quand même mettre, n'est-ce pas, toute la puissance, toute la force que l'on a en tant que chef couvent ou bien en tant que chef vaudou dans ces boucles d'oreilles que l'on porte, mais que certains croiraient que c'est un port anodin. Malgré la désapprobation exprimée par ses parents, le jeune étudiant reste fidèle à ses convictions. On ne peut pas, se clouer sur la génération passée et dire qu'on va faire comme eux. Si on dit qu'on va faire comme eux, on ne va pas vraiment évoluer. Et si en cours ou même dans la rue, les critiques fusent à son égard, Ariel n'y prête pas attention. Certains aiment, certains n'aiment pas, puis on prend ça comme ça. Moi, je ne peux pas me donner un style à cause de certains. J'ai pris mon style, donc je m'en fous de ce que les gens pensent. En sociétés occidentales, par endroits, le port des boucles d'oreilles est perçu comme une marque d'aisance sociale. Au Bénin, certains jeunes s'y conforment par suivisme. Pour ralentir l'expansion du phénomène chez les jeunes, le sociologue recommande l'éducation de la jeunesse. Notre société n'est pas préparée psychologiquement à admettre qu'un jeune homme porte des boucles d'oreilles. Alors, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de sensibiliser ces jeunes-là pour dire on ne porte pas des boucles d'oreilles pour les porter. On les porte parce que le port des boucles d'oreilles a une signification du moins. Toutefois, si la perception sociale autour du port des boucles d'oreilles varie en fonction des pays, la société béninoise reste critique à l'égard des jeunes qui en portent.
L'outil Internet présente depuis sa création à aujourd'hui une multitude d'applications qui offrent plusieurs services. Les services les plus sollicités par les jeunes sont la communication et le divertissement. Difficile donc de retrouver un jeune qui arrive à passer une journée loin de son smartphone. Malgré l'importance de l'outil Internet pour le développement de l'humanité, n'emmènerait-il pas alors les jeunes à la dépendance? Suivez le reportage de Eunice Ballet et Eder Pevi sur la question. Le monde moderne fait face à une montée vertigineuse des nouvelles technologies avec au centre de tout ceci l'Internet. Un moyen de communication et de connexion de plus en plus utilisé. Difficile de s'en passer aussi bien dans les bureaux, les maisons et pour les plus jeunes dans les écoles. Internet est donc devenu incontournable et son usage nécessite pour certains une durée non négligeable. Que voit 6 heures par jour. Bon, minimum, disons 3 heures, 4 heures par jour. Je vais faire au moins 5 heures de temps. Bon, sur Internet, je peux passer banalement 5 heures de temps. Séjourner longtemps sur les téléphones portables et les smartphones est visiblement la chose la mieux partagée chez cette jeunesse qui s'est confiée à nous. Une dépendance à cet outil de communication qui entre dans le quotidien de ces jeunes gens. Internet, ça me sert à faire beaucoup de choses, particulièrement dans la publicité de mes articles. Donc ça me permet d'exposer mes produits à mes contacts, que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp. Ça me permet également d'avoir de nouvelles connaissances. Par exemple, de faire des recherches. Il y a des choses dont j'ai besoin de savoir parce que je suis aussi étudiante. L'Internet me sert de faire des recherches, de connaître des informations. Ça me permet de faire des publicités des produits que je vends parce que je suis une e-commerçante. J'importe les produits dont je vends. Donc je vois qu'avec l'Internet, j'arrive à vite trouver des personnes qui achètent mes produits. Aujourd'hui, Internet va au-delà des relations humaines en matière de travail, de communication et d'information. Les statistiques de l'Autorité de régulation de communication électronique de la Poste renseignent mieux sur le taux d'utilisation d'Internet au Bénin. Le rapport indique 55,4% en 2023 contre 42,1% en 2022 avec WhatsApp, Facebook, Instagram, surtout TikTok comme réseaux sociaux les plus utilisés. Non, l'Internet a beaucoup d'effets. Il y a la dépendance absolue de l'Internet. Il y a les questions liées aux ondes que les spécialistes vont vous dire que ce que ça crée pour la santé humaine. Il y a également les questions liées à la cybercriminalité. L'utilisation que nous faisons de l'Internet nous amène à penser que, ou bien à affirmer que l'Internet, ce n'est pas bon pour nous. Mais l'Internet, c'est utile pour nous. On dirait que c'est un mal nécessaire. Certaines personnes ont du mal à vivre sans Internet, notamment les parents qui ont tendance à remettre la tablette aux enfants dans l'optique de les distraire. L'utilisation abusive d'Internet chez les enfants n'est pas sans conséquences sur leur santé, notamment sur le cerveau. Quand vous remettez l'enfant face à l'écran, il est face à l'Internet. Ce système-là stimule le système de récompense de l'enfant. C'est le système qui est intégré dans l'être humain qui génère les sensations de plaisir agréable. Nous avons un système automatique inconscient qui travaille à notre insu et qui conditionne en gros nos comportements. La bonne nouvelle est qu'il faut savoir prendre en compte ce système, le maîtriser et le contrôler. Le contrôler, à défaut, nous tombons dans les travers de dépendance. Le psychologue a apporté quelques conseils aux parents pour éviter la dépendance d'Internet aux enfants, conseils valables aussi pour les adultes qui se trouvent dans la même situation. Il faut éviter que l'enfant regarde la télé après 19 h. Il faut éviter que votre enfant au réveil regarde la télé. La télé, c'est entre 15 h et 17 h maximum, ça suffira. L'enfant, c'est maximum 1 heure de télé. On est en vacances, d'accord? Pour moi, les enfants qui ont moins de 6 ans, c'est écran zéro. Pour moi. Et si vous voulez faire comme moi, allez-y. Ça va être fastoche pour vous. Nous sommes les vrais produits de nos parents, pour peu qu'on le sache faire ou non. Donc, il faut être
C'est pas dû avec les enfants, mais il faut faire des cures de télé aux enfants. À l'ère du numérique, l'Internet est devenu un carrefour incontournable dans le quotidien de tous. Mais pour ce canal irréversible, la modération dans son utilisation doit être de mise, comme le suggèrent les spécialistes. Son goût agréable ne laisse personne indifférent. Le sucre est un produit alimentaire présent dans le quotidien de bon nombre de personnes. Malgré les effets néfastes qu'il pourrait avoir sur la santé, rares sont ceux qui peuvent s'en passer. Nous vous proposons à ce sujet cet élément réalisé par Juanita Adjadon. Je pense qu'il n'est pas nécessaire Un souci technique avec cet élément, nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Les acteurs du système éducatif béninois se préparent déjà pour la prochaine rentrée en prélude au démarrage annoncé pour le 16 septembre prochain. Il s'est ouvert à Cotonou et ceci pour 2 jours. Un séminaire de préparation qui mobilise tous les acteurs. Les réflexions se mènent autour de la thématique gouvernance administrative et pédagogique du secteur de l'éducation. Quelles perspectives d'amélioration pour la réussite de la rentrée scolaire et universitaire 2024-2025? Plusieurs communications sont prévues pour être présentées, notamment sur les feuilles de route et recommandations majeures de chaque sous-secteur. Teddy Goudalo, Elvis Tonoukoua. C'est bientôt la rentrée scolaire et universitaire pour le compte de l'année 2024-2025. Et pour l'atteinte des objectifs, le Conseil national de l'éducation a initié ce séminaire de préparation axé sur les perspectives d'amélioration pour la réussite de la gouvernance administrative et pédagogique du secteur de l'éducation. Le but de ce séminaire est de réussir la rentrée scolaire et universitaire à travers la mobilisation de tous les acteurs du système éducatif national autour de la planification opérationnelle des activités pertinentes qui vont y concourir. Sous le magistère du président de la République, le système éducatif national, progressivement dépouillé de ses oripeaux, prend ses marques irrévocablement. Le présent séminaire contribue sans nul doute à ces progrès, puisqu'il constitue un instrument de planification opérationnelle à caractère stratégique et de redevabilité. Il s'agit d'un exercice qui offre l'occasion de poser un diagnostic clair qui permettra, j'en suis convaincu, une orientation meilleure dans les prises de décision. Le moment est crucial pour ces acteurs du système éducatif béninois mobilisés. Durant 2 jours, ils sont appelés à dresser le point de mise en œuvre des recommandations de la précédente séminaire, à faire un bref aperçu de la gouvernance administrative et pédagogique. Ils vont surtout présenter les feuilles de route et recommandations majeures de chaque sous-secteur. Démarré depuis 2021 et organisé au mois d'août de chaque année, le séminaire de préparation de la rentrée est devenu l'un des instruments de renforcement de la fonction de coordination du Conseil national d'éducation. Nous percevons que le système éducatif national s'est considérablement amélioré. Nous avons progressé, mais nous avons encore des défauts. Si nous voulons, comme le souhaite le chef de l'État, offrir à chaque enfant béninois une éducation proche des standards internationaux, nous avons encore du chemin à faire. Et nous allons travailler à cela. Au terme des assises, il est prévu une synthèse des recommandations ainsi que l'élaboration du rapport général du séminaire. D'un séminaire à un autre, comment faire pour mettre aux normes réglementaires la presse universitaire au Bénin? La question a fait l'objet d'un séminaire, bien sûr, de formation organisé à l'intention des responsables des organes de presse officiant sur les campus universitaires. 2 jours
de formation initiée par le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi. Les travaux se sont déroulés à l'IUT de Lokossa. Le compte rendu est signé Narcisse Alossé et Florent Dou. C'est vrai que c'est le même mot. 3 ans après la marche engagée pour la restauration de la presse universitaire au Bénin, le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi maintient le cap. Et le point est levé cette année pour la mise aux normes réglementaires de cette presse. Il faudrait absolument que nous ayons des professionnels qui travaillent avec nos étudiants et qui leur apprennent la déontologie du métier, qui leur apprennent les écueils à ne pas faire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il ne faut pas écrire. Et là, progressivement, nous allons être professionnalisés. Œuvrer à professionnaliser la presse universitaire, connue comme un vivier pour le monde des médias au Bénin. Et 2 jours durant, quelques figures de proue de la presse béninoise sorties de ces organes de presse officiant sur les campus universitaires ont été mobilisées pour la cause. Il est temps vraiment que la presse universitaire quitte l'informel et un directeur respecte les règles, le code de l'information de la communication pour entrer. Il est temps que le presse universitaire ait des directeurs, un professionnel, des services conseils professionnels qui au moins enseigne le BABA aux nouveaux étudiants qui arrivent. Leur enseigner le code d'éthique et de déontologie et puis aussi classifier la presse universitaire. Est-ce que nous voulons rester une presse d'opinion, une presse d'information générale ou bien une presse juste spécialisée? C'est une opportunité que je vous invite ici à saisir. Il n'y a personne qui puisse mieux faire connaître nos universités que nous-mêmes, que dis-je, que vous, organes de presse universitaire. Des organes dont les responsables ont été moulés pendant 48 heures dans la déontologie et l'éthique d'un métier connu pour ses exigences. Entre communication et travail en groupe, plusieurs résolutions et recommandations ont été faites. Au nombre de celles-ci, la mise en place d'un conseil d'administration et d'une direction générale appelée à chapeauter désormais les organes de presse universitaires. Atelier de réflexion sur l'inclusion financière des personnes handicapées sur initiative de la Direction générale de la microfinance. Elle vise à mener des échanges avec les structures financières sur l'accès plus inclusif et plus équitable des services financiers aux personnes porteurs de handicap. Les travaux se déroulent à Cotonou. Florence Bossa pour les détails. Une nouvelle page vient de s'ouvrir dans l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées au Bénin. La prise en considération de leur cas dans les offres de services des systèmes financiers décentralisés préoccupe ici la Direction générale de la microfinance. Ces acteurs mûrissent les réflexions et partagent les expériences. L'inclusion financière doit concerner tout le monde car les services financiers doivent être suffisamment mis à la portée de l'ensemble de la population béninoise. Et si, au niveau donc de cet ensemble, il y a des personnes qui présentent un handicap, le fait qu'il y a cet handicap ne devait pas véritablement les exclure de l'accès aux services financiers. Car ces derniers ont nécessairement des moyens à mettre en sécurité, donc ont des besoins vraiment d'épargner en toute sécurité auprès donc des systèmes financiers décentralisés. Il ne s'agit pas seulement de respecter les normes légales ou de répondre à des exigences réglementaires, mais c'est de rendre et de prendre conscience de notre responsabilité sociale, de l'impact positif que nous pouvons avoir. Les personnes handicapées représentent environ 16% de la population, une contribution non moins importante à l'économie qu'il faut davantage conforter dans la droite ligne des actions déjà engagées pour un mieux-être de cette couche de la société. Avec les orientations du PAG, Programme d'action du gouvernement,
qui prévoit l'amélioration des conditions de vie des populations, y compris les personnes handicapées, le Bénin a adopté la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Des efforts doivent être menés dans le domaine de la microfinance pour permettre aux personnes handicapées de participer activement et convenablement à la croissance économique de notre pays. Au terme des échanges, des solutions concrètes sont attendues afin de rendre les offres des systèmes financiers plus accessibles et adaptées aux personnes handicapées. Nous nous rendons à Porto Novo, audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Louis Vlavono a reçu Aminata Sarr, coordonnatrice du système des Nations Unies au Bénin. L'hôte de Louis Vlavono a souhaité lui rendre une visite de prise de contact et profiter pour réitérer l'engagement du système des Nations Unies auprès de l'Assemblée nationale. Suivez ici les propos de Aminata Sarr au sortir de l'audience. C'était une visite de prise de contact. Comme vous le savez, je suis arrivée au Bénin que depuis mai comme nouvelle coordonnatrice du système des Nations Unies. Il m'a semblé important de rencontrer le président d'une institution comme l'Assemblée nationale, qui est un instrument fondamental pour la démocratie et le suivi de l'action du gouvernement. J'étais venue réitérer l'engagement du système des Nations Unies auprès de l'Assemblée nationale. Nous avons un partenariat de plusieurs années. D'ailleurs, j'ai profité de la signature de cet accord entre le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Assemblée nationale pour le renforcement des capacités des parlementaires et du personnel de l'Assemblée nationale pour la gestion des élections. C'était une rencontre cordiale, mais aussi très importante pour discuter un peu des programmes communs entre les Nations Unies et l'Assemblée nationale, mais aussi pour parler de la vision que nous avons dans l'accompagnement que nous mettons pour renforcer la démocratie dans le pays. Le président a profité de cette occasion pour parler aussi de sa vision, une vision où l'Assemblée nationale est le lieu où les partis politiques, où les dissensions sont effacées parce que les parlementaires servent le même peuple et que c'est important que les lois et les décisions qui sont prises au sein de l'Assemblée nationale soient là pour renforcer la paix et la démocratie dans le pays. Autant de valeurs qui sont en lien avec celles des Nations Unies. Et j'étais venue pour réitérer notre engagement auprès de son institution, de continuer à l'accompagner, et je me réjouis d'être invitée pour témoigner de ce partenariat-là avec la signature de cet accord entre le PNUD et l'Assemblée nationale. Priorité à la santé, je le disais dans mon introduction, la douceur du sucre ne laisse personne indifférent. C'est un produit qui se retrouve dans le quotidien de bon nombre de personnes. Malgré les effets néfastes qu'il pourrait avoir sur la santé, rares sont ceux qui peuvent s'en passer. Nous vous proposons à ce sujet cet élément réalisé par Janita Djadoron. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'exagérer dans la consommation du sucre. C'est vrai que pour certaines personnes hypotendues comme moi, les médecins recommandent d'en prendre pour des raisons de santé. Contrairement à Félicienne Adéossi, nombreuses sont les personnes de tout âge qui ne résistent pas face au sucre. Dans la bouillie, le thé ou encore dans d'autres nourritures, elles en mettent en quantité suffisante avant de les consommer. Pour quelques citoyens, c'est la plus normale des choses de prendre le sucre comme on le veut et rien ne peut leur faire changer d'avis. En fait, dès le bas âge, on est habitué à manger avec le sucre. D'abord, on nous a habitués avec le yaourt, le thé, ce qui fait qu'il y a du sucre dans tout ce qu'on mange. Du coup, j'ai été habitué avec le sucre. Je ne comprends pas, même si quand les gens achètent sans sucre, là, c'est dégoûtant, c'est amer. Je ne peux pas rester sans le sucre parce que le sucre, c'est le meilleur. Consommer sans le sucre.
Personnellement, je ne peux pas. Non, je peux pas. Parce que bon, manger avec le sucre, c'est comme une seconde habitude. C'est le sucre qui est la chose, c'est le sucre qui est la nourriture, quoi. Je ne peux pas prendre ça sans le sucre. J'ai commencé à prendre le sucre depuis bas âge. Mais cela aussi, j'ai pris le goût. Donc il y a certaines choses que je peux prendre qui sont les médicaments et autres que je peux prendre sans sucre. Mais si on veut parler de suivisme, de ce que je veux prendre par plaisir, je ne peux pas manger sans sucre. C'est difficile, très compliqué même. Malgré tout le bien que peut procurer le sucre, la consommation excessive de cette substance alimentaire peut être nuisible à la santé. Ignorance ou dépendance, les consommateurs semblent ne pas se rendre compte des effets néfastes de cette douceur sur la santé. Mais le spécialiste en nutrition est formel sur la question. L'abus du sucre ne rend aucun service à l'organisme humain. Le sucre, c'est un danger pour le cerveau. C'est un danger pour les 7 organes, à savoir le cœur, foie, poumon, rein, pancréas, côlon et le cerveau, surtout le cerveau. Donc, nous devons faire attention à la consommation de sucre parce que nous avons le fructose, le sucre qui vient du fruit, le lactose, le sucre qui vient du lait, et le glucose. Le glucose, c'est ça que nous consommons en morceaux blancs et en roux. Même modérés, toutes les catégories de sucre ne sont pas conseillées. Il faut préférer ceux qui proviennent en l'occurrence des fruits. Toutes choses qui épargnent des ennuis de santé. Selon les recherches, beaucoup de maladies neurologiques et néphrologiques sont causées par la consommation incontrôlée du sucre. Donc, nous devons limiter strictement la consommation du sucre en fruits, en lait et aussi en glucose. Plus loin, le nutritionniste insiste sur la limite et les réserves à observer par les personnes de certains âges, mais aussi à certains moments de la journée. Donc, il faut faire attention sur ce que tu manges et connaître la quantité de sucre que tu dois consommer par jour. Et par moment, tu te retires encore pour faire des exercices et réduire le taux de sucre et te contrôler là, tu n'es pas exposé. Les scientifiques considèrent, selon Internet, qu'à l'heure actuelle, le sucre contribue à environ 35 millions de décès par an. Bien qu'il soit également la cause de diverses nuisances corporelles qui handicapent la vie quotidienne, les impacts de cette consommation excessive restent encore méconnus du grand public. Ne laissez donc pas vos papilles gustatives vous conduire dans la maladie. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Bon appétit à vous et évitez le sucre.